Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Salut les amis, salut à tous. Alors on se retrouve pour ce deuxième tutoriel sur le HTML5 et plus généralement sur cette formation création de site internet. Dans la précédente vidéo, ce qu'on a vu, c'est comment faire notre première page HTML. La page était extrêmement simple. On a vu la balise HTML, head, title, body, BR pour faire des retours à la ligne. Voilà, donc tout ça, c'est dans la première vidéo. Je vous conseille d'aller voir cette première vidéo avant de démarrer ce tutoriel. Alors aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est la mise en forme du texte. En vrai, c'est plutôt la structure, comment on va structurer un texte avec des titres, des paragraphes, des retours à la ligne, des listes notamment. Je rappelle que ici, on ne parle absolument pas de mise en page, ni de mise en forme. L'objectif du HTML, c'est uniquement de définir la structure du document. C'est-à-dire que si je veux mettre le texte en rouge, en gras, avec telle police, c'est le CSS, que l'on va voir ensuite, qui viendra mettre en forme ce texte. Donc si on revient sur ce qu'on a fait la dernière fois, on avait utilisé le bloc-notes. Le bloc-notes que vous voyez ici. J'ai ma page HTML qui est toujours là. Si je la fais glisser dans le bloc-notes, elle s'ouvre. Et comme vous pouvez voir, cette page HTML est excessivement simple, donc on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé le bloc-notes pour vous montrer qu'on pouvait créer très simplement une page, on n'avait pas besoin d'outils très compliqués. Maintenant, quand vous allez continuer votre travail, quand vous allez aller plus loin, c'est quand même bien de s'équiper de bons outils. Et le bloc-notes, ça fonctionne parfaitement bien, mais c'est quand même pas terrible, c'est assez limité. Donc là, je vais vous faire découvrir un nouvel outil qui s'appelle Visual Studio Code. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? En fait, des outils, il y en a plein. C'est pas forcément avec celui-là que je code moi-même, mais il a un avantage, c'est qu'il est absolument gratuit. Donc pour télécharger cet outil, vous allez taper Visual Studio Code, donc vous allez directement sur le site. Donc c'est un outil qui est fourni par Microsoft. Il existe pour Windows, il existe pour Linux et il existe pour Mac. Donc il me suffit de télécharger directement ici. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je l'exécute. Voilà, donc là, vous embêtez pas, vous faites suivant jusqu'à la fin. Et voilà à la fin, donc exécuter Visual Studio, terminé. Et là, vous allez avoir Visual Studio qui va s'ouvrir. Donc dans ce Visual Studio, je ne vais pas m'embêter, je vais fermer la page Welcome. Je vais ouvrir le fichier que j'ai mis sur le bureau. Donc index. Je vais mettre le code HTML un petit peu plus gros, comme ça ce sera plus facile pour vous de le voir. Donc on a ma page HTML que j'avais fait dans le premier tutoriel. Alors on se rend compte que déjà, il y a quelque chose qui est assez bien dans ce logiciel, c'est qu'il va me colorer les différents éléments de mon code. Je vois par exemple que les balises sont en bleu, les clés des paramètres sont en bleu clair, les valeurs des paramètres sont en orange, mon contenu texte est blanc. Bon, voilà, déjà, ça va me simplifier énormément la lecture, surtout quand je vais avoir beaucoup de code. Ensuite, il y a une deuxième fonctionnalité qui est pas mal, c'est que si on va sur le côté gauche, ici, avec la souris, on voit qu'il y a des petites flèches qui me permettent de fermer les balises, vous voyez, et de les réouvrir ensuite. Donc l'avantage de ça, c'est de pouvoir fermer et ouvrir les balises quand on veut rendre son code plus clair. Si par exemple, je ne veux plus travailler sur le head, j'ai terminé mon travail, je peux le fermer, ça rend mon code plus lisible. Alors ensuite, il y a tout un tas d'autres fonctionnalités qu'on va pas voir forcément tout de suite. L'une des fonctionnalités qui va m'intéresser, c'est quand je vais commencer à ouvrir une balise, il va me faire des suggestions de balises. Voilà, c'est-à-dire par exemple, si je veux mettre un retour à la ligne ici, voilà, j'ai des suggestions qui me sont faites, donc ça permet, si jamais j'ai pas tout en tête, d'avoir une aide, en fait, tout simplement. Pareil, ici j'ai mis char7 UTF-8, par exemple, si je l'enlève, je commence à taper char7, il me propose char7, j'ai juste à faire entrer, et là je mets UTF-8, voilà, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Je vais pas rentrer forcément dans les détails de ce logiciel, sachez qu'il y a plein de logiciels, il y en a des gratuits, il y en a des payants, je vous propose celui-là parce qu'il est gratuit,
et qu'il est plutôt bien fait. Il y en a qui vont utiliser Sublime Text, il y en a qui vont utiliser WebStorm, PHP Storm, il y en a qui vont utiliser Dreamweaver, il y en a qui vont utiliser... Bon, il y a plein d'outils. Chacun a des avantages et des inconvénients. On fera une vidéo sur ces outils-là. Pour l'instant, pour le niveau où on est, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil-là. Donc la première balise de mise en page qu'on va voir maintenant, c'est la balise paragraphe. Alors pour ça, je vais effacer le code que j'avais mis, en tout cas le texte que j'avais mis dans mon body, et je vais créer plusieurs paragraphes. Pour ça, je vais me rendre sur un site, qui s'appelle Lorem Ipsum, pour prendre un faux paragraphe de texte, voilà. Hop, que j'ai collé ici. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, Lorem Ipsum dolor, si, tamet, etc., c'est ce qu'on appelle du faux texte. En fait, c'est un texte en latin qui signifie rien du tout. Et en fait, c'est juste que comme les mots sont différents, font des longueurs différentes, etc., ça permet de simuler un vrai paragraphe de texte. D'accord ? Je peux même revenir à la ligne ici pour que je puisse voir l'intégralité de mon texte. On avait vu dans la vidéo précédente que quand on faisait des retours à la ligne comme ça ne changeait absolument rien à ma page HTML. Donc je l'enregistre en faisant fichier save ou CTRL-S. Moi je fais CTRL-S pour aller plus vite. Et ensuite, je vais réouvrir ce fichier. Donc je vais tout simplement double-cliquer pour réouvrir l'index.html. Donc là, j'avais mis le texte en plus gros pour que vous puissiez le voir. En réalité, ça fait cette taille-là par défaut. Comme c'est un petit peu petit pour vous, je l'agrandis en faisant un zoom, voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu mieux, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux mon écran. Donc là, vous voyez, j'ai fait des retours à la ligne, mais ces retours à la ligne ne sont absolument pas pris en compte. Alors c'est pas forcément ça qui va nous intéresser tout de suite. Je vais créer plusieurs paragraphes, comme je vous ai dit, donc je fais de retour à la ligne, et puis un autre paragraphe. Donc là, par exemple, j'ai créé 3 paragraphes. Alors on va utiliser la balise P pour définir des paragraphes. Donc la balise P, c'est très simple, voilà. Elle s'ouvre avec la balise P, elle se ferme en mettant /P comme toutes les balises. Et donc je vais faire ça pour chaque paragraphe. Donc vous voyez là, quand j'ouvre la première balise, il me met directement derrière la balise fermante. Alors ce qui peut être pratique dans certains cas et moins dans d'autres. Là je suis obligé de faire un copier-coller. Voilà, donc là en fait j'ai défini le positionnement de mes 3 paragraphes. Maintenant, quand je vais voir dans Chrome, vous voyez qu'à la fin de chaque paragraphe, il y a en gros 2 retours à la ligne. Un premier retour à la ligne pour laisser de l'espace, et un autre retour à la ligne pour démarrer le paragraphe suivant. Si je mets pas la balise paragraphe, concrètement, ce que ça va donner, c'est quoi? Hop. Sans la balise paragraphe, bah, tout est collé. Une balise P encadre un paragraphe. Maintenant, dans la structuration d'un texte, on va voir un autre élément, ce sont les titres. Donc je vais inventer plusieurs titres ici. Donc je vais mettre titre 1, voilà, on va dire que c'est mon titre principal. Ensuite, ici je vais avoir mon titre 2, qui va annoncer le deuxième paragraphe, puis mon titre 3. Donc, si je veux voir ce que ça donne, bon bah ça donne ça. Disons que le fait d'avoir mis des balises P, ça me permet de séparer chaque titre. Maintenant, je vais spécifier au navigateur que ce sont des titres. Pour ça, je vais utiliser une nouvelle balise, une balise qui s'appelle H1. Donc H1, ça veut dire que mon titre ici est un titre de niveau 1. Je vais mettre exactement la même chose pour le titre 2, et la même chose pour le titre 3. Quand je rafraîchis ma page, alors je me rends compte qu'il a mis les titres beaucoup plus gros. Alors certes, il les met en gras, il les met plus gros, mais il ne faut pas voir ça comme de la mise en forme. Là, on est sur de la mise en forme par défaut, c'est-à-dire que, vu qu'on n'a pas spécifié de taille pour les titres, de couleur, de police, ou tout autre élément, par défaut, le navigateur va les mettre plus gros, en gras, et de cette taille-là. D'accord? Mais n'utilisez surtout pas une balise H1 pour vous dire, voilà, j'ai envie de mettre le texte plus gros, je vais le mettre en H1. C'est pas du tout dans cette optique-là qu'il faut être. Pour l'instant, on est en train de structurer le contenu. On n'est pas du tout en train de faire de la mise en page. Donc là, j'ai mis des titres de niveau 1. Mais ce qui est intéressant en HTML, c'est que je vais pouvoir mettre ensuite des titres de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, jusqu'au niveau 6. Admettons
que dans mon paragraphe après mon titre 1, j'ai d'abord un sous-titre. Donc, pour que ce soit plus clair, ce premier titre, c'est comme si c'était mon 1 point. Ça, ce serait le 1.1, d'accord? Donc, un titre de niveau 2. Et pour spécifier que c'est un titre de niveau 2, je vais utiliser la balise H2. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais copier ça pour mettre en dessous, par exemple, mon petit titre 1.2. Donc ici, j'écris titre 1.1, histoire d'être logique, et là, j'écris titre 1.2. Ok ? Ça m'a permis de créer 2 titres de niveau 2. Si je regarde à quoi ça ressemble, voilà, donc il m'a mis... Donc là, on a le petit 1, ensuite on a le 1.1, titre 1.1, et le 1.2, titre 1.2. Donc on voit que le H2 est légèrement plus petit que le H1, c'est normal, puisqu'il comprend que c'est un titre de niveau 2. Et alors là, vous pouvez aller jusqu'au niveau 6. Donc d'abord 1 point le titre, 1.1, ensuite vous pouvez faire 1.1.1, 1.1.1.1, etc. Si par exemple je m'amuse à rajouter un titre de niveau 3 juste en dessous, donc ça va être H3, d'accord? Et donc là, je peux dire que c'est le 1.1.1, donc c'est mon titre 1.1.1, ok? Si je teste, voilà, ça va mettre un titre de niveau 3, voilà. Donc légèrement plus petit que le titre de niveau 2, qui lui-même est légèrement plus petit que le titre de niveau 1. Les titres, ça va être assez important dans la structuration de vos pages, parce que ça va permettre de dire, notamment au moteur de recherche, même si c'est un petit peu plus subtil que ça, mais ça va vous permettre de dire au moteur de recherche, voilà le titre de mon contenu, de mon article, notamment si vous faites un blog avec des articles, ça va être extrêmement important de structurer votre texte de cette façon. Alors on l'avait vu dans le tuto précédent, mais je vais vous faire un rappel ici. Si je veux faire un retour à la ligne, mais un simple retour à la ligne, admettons que dans mon paragraphe, à cet endroit-là, après ce point, j'ai vraiment envie de faire un retour à la ligne. Là, si on regarde, alors je ne sais pas où il est, const 4, il est là, vous voyez que juste après ce point, il n'y a pas de retour à la ligne. Moi, j'ai envie d'en faire un. Donc, pour faire un retour à la ligne, on va utiliser la balise BR. La balise BR veut dire simple retour à la ligne. C'est une balise orpheline, comme on l'a vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser une balise fermante, comme ici par exemple pour le titre H1, j'ai une balise ouvrante et une balise fermante. Ici, le slash qui se situe à la fin signifie que la balise est ouverte et fermée en même temps, puisque dans un retour à la ligne, on n'a pas forcément vocation à mettre du contenu, à mettre d'autres balises. Donc c'est pour ça que c'est une balise dite orpheline. Donc si je fais ça, je vais voir mon résultat, et ici j'ai effectivement un retour à la ligne. Voilà. Que j'ai pu forcer. Et si, par exemple, pour une raison quelconque, je veux mettre plusieurs retours à la ligne, je peux les mettre les uns derrière les autres, comme ceci, admettons 3 retours à la ligne. Et là vous voyez que ça m'a créé 3 retours à la ligne. Alors, n'utilisez pas à outrance les balises BR si vous voulez juste rajouter de l'espacement entre vos paragraphes, entre vos lignes, etc. Puisque ça va plus relever de la mise en page et donc du code CSS qu'on va rajouter par-dessus. Hop, je vais supprimer 2 balises, histoire que ce soit plus correct. On va voir maintenant les mises en avant du texte. Vous avez la possibilité dans un texte de dire cet élément à l'intérieur du texte est un petit peu important, très important, ou très très important. Vous allez avoir des balises qui sont spécifiques à ça. La première qu'on va voir, c'est une balise d'importance moyenne, c'est la balise EM. Donc la balise EM, par exemple, je vais la mettre, allez, au début, autour de uniquement lorem ipsum. Donc vous voyez, j'ouvre la balise EM ici, je la ferme juste derrière. La conséquence, c'est que mon texte, ici, lorem ipsum, que j'ai encadré dans la balise EM, va apparaître en italique. Alors, c'est la même chose que ce que je dis depuis le début. N'utilisez pas cette balise pour mettre du texte en italique. Si par exemple vous voulez mettre tout un paragraphe de texte en italique, ça vaut pas forcément le coup d'utiliser cette balise. Cette balise, elle a une signification. La signification, c'est ce morceau
ce morceau de texte, en l'occurrence là, lorem ipsum, est un peu plus important que le reste du texte. C'est tout ce que ça veut dire. Donc ça va servir notamment pour les moteurs de recherche comme Google, etc., qui vont pouvoir comprendre que ce morceau ressort de l'intégralité du texte. Vous avez une autre balise, qui est la balise strong, qui elle, par contre, va mettre encore plus en avant. Donc strong, par exemple, je vais mettre la suite, le site à mettre entre deux balises strong. Si je rafraîchis, vous voyez que ce morceau de texte s'est mis en gras. Donc ça veut dire ce qu'on donne comme information au navigateur, au moteur de recherche, bref, à tout ce qui va explorer votre site internet, c'est que ces mots-là sont plus importants que le reste du paragraphe. Encore une fois, n'utilisez pas cette balise pour mettre du texte uniquement en gras. Si vous faites un article journalistique et que vous voulez mettre certains mots en exergue, vous avez la possibilité d'utiliser ces balises. Ensuite, par-dessus ces balises, on va ajouter du code CSS qui pourra les mettre en forme vraiment de la façon qu'on veut. C'est-à-dire que si finalement ma balise strong, j'ai pas envie que ce soit en gras, mais que ce soit écrit normalement, mais en rouge par exemple, je vais pouvoir ajouter du code CSS pour lui dire de faire ça. Voilà, c'est très important de décorréler le design de la structure, de la forme du fond, d'une certaine façon. On va avoir une dernière balise qui permet de marquer du texte. Donc c'est la balise marque, tout simplement. Donc par exemple, je vais vouloir mettre cette phrase en avant, donc j'utilise la balise marque, par exemple jusqu'ici, voilà. J'enregistre, je vois ce que ça donne. Ça m'a surligné cette portion-là. Or ça, par exemple, c'est quelque chose qui va être pas mal utilisé quand on a un moteur de recherche dans un site. Voilà, par exemple un site, un blog avec plein d'articles. On va taper un mot, un terme de recherche dans ce moteur de recherche, et ça va nous sortir tout un tas d'articles, et ça va pouvoir surligner le mot que vous avez cherché dans les extraits de texte qui vont apparaître dans les résultats. Ça vous permet d'identifier peut-être un peu plus rapidement ce que vous cherchez. Encore une fois, ça surligne en jaune, mais je peux très bien ensuite décider que ça surligne en rouge, en vert, en bleu, ou que ça surligne pas du tout. Maintenant, on va voir un autre aspect de la mise en forme et de la structuration du code HTML, ce sont les listes. Les listes vont être assez intéressantes quand ensuite on va faire des menus, par exemple, dans les sites. On va, par exemple, à la suite de notre premier paragraphe, ici, on a deux types de balises. La première qu'on va voir, c'est UL. Donc la balise UL, elle est là pour dire, attention, je crée une liste. Ensuite, chaque élément qui vont composer la liste, on va les appeler ELI. Et donc ça, on va pouvoir en créer autant qu'on veut. Donc par exemple, admettons que ce soit, je sais pas moi, une liste de fruits, donc je vais mettre orange. Ensuite, je vais créer un autre ELI, je vais mettre fraise. Un autre ELI, je vais mettre, je sais pas moi, banane. Pardon. Ensuite, allez, je sais pas moi, coco. Voilà. Donc, là, j'ai créé une liste avec 4 éléments. Alors, à quoi ça ressemble? J'enregistre. Voilà, là, vous avez votre liste. Donc, par défaut, le navigateur va rajouter des points devant chaque élément de votre liste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une liste non ordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une suite de points les uns derrière les autres. On a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle une liste ordonnée. Donc pour ça, il suffit de remplacer tout simplement la balise UL, alors je vais copier pour mettre juste en dessous, la balise UL par la balise OL. OL, ça va créer une liste ordonnée. Alors à quoi ressemble une liste ordonnée? Eh bien c'est ça tout simplement, c'est-à-dire que par défaut, le navigateur va numéroter les éléments de la liste. Donc là vous voyez 1, 2, 3, 4. Avec les listes ordonnées, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va voir notamment le paramètre start. Le paramètre start, il va se mettre dans la balise OL. Donc on a vu les paramètres. Les paramètres, c'est simple, vous avez une clé. La clé en l'occurrence ici, c'est start. Vous voyez d'ailleurs que le logiciel me le propose, donc je ne suis pas à côté de la plaque. Si je fais entrer par défaut, il va automatiquement mettre le égal et les guillemets. Et là, j'ai juste à rentrer la valeur de ce paramètre. Donc par exemple, je vais mettre 3.
Alors ce paramètre, start, il va définir à quel numéro vous démarrez votre liste. Là, en l'occurrence, je vais démarrer ma liste au numéro 3. On va voir si ça fonctionne. Voilà, ma liste démarre au numéro 3. Un autre paramètre, mais qui ne peut pas être mis avec le paramètre start, donc je vais copier ici ma liste, c'est le paramètre reversed. Donc ce paramètre, il va tout simplement inverser votre liste. C'est-à-dire qu'ici, la liste ne démarre pas à 1, mais elle démarre à 4. 4, 3, 2, 1. Donc en fait, on a inversé le comptage dans cette liste. Donc c'est le simple fait d'ajouter ce paramètre reversed. Alors, il y a une originalité pour ce paramètre, c'est que il y a une clé reverse, mais il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas égal avec guillemets, guillemets, une valeur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la clé a été écrite dans la balise, le navigateur comprend immédiatement qu'il s'agit d'une liste inversée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'écrire une clé. De toute façon, qu'est-ce qu'on écrirait dedans ? Oui, non, 1, 0, peu importe. Du moment que la clé a été écrite, la liste sera inversée. Dans les listes, vous avez aussi la possibilité, alors je vais copier pour vous montrer cet autre paramètre. Dans les listes ordonnées, toujours, vous avez la possibilité de spécifier si vous allez compter avec des chiffres, si vous allez compter avec des lettres en majuscules, en minuscules ou avec des chiffres romains. Pour ça, vous avez le paramètre type. Là, vous voyez qu'il y a un élément supplémentaire, c'est que quand je tape type, dans la value, il me propose quand même un certain type de value, puisqu'en fait, ici, on ne peut pas mettre ce qu'on veut comme value. On met soit le chiffre 1 pour spécifier que c'est un comptage qui commence c'est un comptage en chiffres, soit la lettre A majuscule pour dire que c'est un comptage en lettres majuscules, en lettres minuscules. Le I majuscule signifie que ça va être des chiffres romains en majuscules, et le I minuscule signifie que c'est des chiffres romains en minuscules. On va essayer par exemple de mettre A. Et donc ici, vous allez voir que ma liste est comptée en lettres, donc A, B, C, D. Ok ? On peut faire un essai avec les chiffres romains. Donc ici, je vais mettre les chiffres romains en majuscules, donc c'est I. Donc là, vous pouvez voir que ma liste est comptée en chiffres romains. Ok ? Vous avez aussi la possibilité de forcer la valeur d'un élément de votre liste. Alors je vais créer une nouvelle liste, histoire de ne pas tout mélanger et que vous puissiez avoir tous les exemples dans le code. Donc je vais enlever le start. Donc là, on a une liste tout à fait classique. Si je vais voir, donc c'est celle-ci. Donc ça commence 1, 2, 3, 4, donc voilà, il n'y a pas de paramètre particulier. Donc là, on a la possibilité, donc dans la balise LI et pas dans la balise OL, attention, de rajouter un paramètre value. Value, ça va vous permettre de forcer la valeur de la balise LI. Donc par exemple, si je mets 6, voilà, ici, on voit que ça commence à 6. Les balises suivantes vont être à la suite, c'est-à-dire que ça va pas mettre 6 ici, puis ensuite ça va recommencer à 1, 2, 3, 4. Les balises vont quand même, enfin le comptage va quand même se suivre. Mais par contre, j'ai la possibilité, si par exemple je veux forcer le deuxième, de mettre la value 10, voilà par exemple. Et là ce que ça va me faire 6, 10, 11, 12, voilà. Alors ça peut servir des fois si vous avez vraiment des comptages un petit peu particuliers, voilà, pourquoi pas. Donc maintenant qu'on a fait toutes ces listes, en fait on peut aller un petit peu plus loin dans la liste, c'est-à-dire qu'on peut imbriquer les listes les unes dans les autres. Par exemple, ici, pour ma première liste, je peux par exemple, alors je vais copier cette liste-là, je peux à l'intérieur, à la place de Coco, démarrer une sous-liste à l'intérieur de ma balise LI. Et par exemple une liste ordonnée, je peux mélanger les types de listes. Donc à l'intérieur, je vais démarrer ça, je vais enlever les values, histoire que ce soit pas non plus extrêmement confusant. On va simplifier un petit peu. Et donc là, vous voyez qu'à l'intérieur de ma liste principale UL, dans le dernier élément de ma liste, j'ouvre une sous-liste, qui elle est ordonnée. J'aurais pu très bien mettre un UL à la place du OL, donc ça aurait été une liste non ordonnée. Et là, le résultat que ça va donner, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrive dans le quatrième élément de ma liste, j'ai une sous-liste qui démarre.
Alors peut-être pour que ce soit un petit peu plus joli, ici je peux quand même marquer un texte. Bon, par exemple j'avais écrit Coco, voilà. Alors par exemple Coco, on peut mettre, je sais pas moi, les tailles de noix de coco, j'en sais rien. Je sais pas moi, taille 1, taille 2, taille 3, taille 4, voilà. Et donc ici, quand je vais rafraîchir, voilà, donc j'ai Coco, et en dessous je vais avoir une sous-liste. Alors vous voyez que la liste a été indentée, il y a une tabulation derrière, donc elle est mise en retrait pour qu'on comprenne bien que cette liste est en fait à l'intérieur de cet élément-là. Donc vous pouvez faire ça d'ailleurs à l'infini. Ça peut être pratique pour un site internet où vous avez un menu, un sous-menu, un sous-sous-menu, des fois un sous-sous-sous-sous-sous-menu, etc. Voilà. Donc là, on a fait le tour des listes. Alors deux balises, comme on a dit, la balise UL, qui est une liste non ordonnée, la balise OL, qui est une liste ordonnée, et les balises LI qui sont là pour définir chaque élément, sous-élément de cette liste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce deuxième tuto. J'espère que j'ai été assez simple dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous. Le code est sur la plateforme JS Fiddle. Ce qui est assez bien avec cette plateforme, c'est que vous pouvez manipuler le code et voir les résultats en direct, ce qui vous permet de pouvoir vous entraîner. On est encore loin de la création complète d'un site internet, mais voilà, on construit cette formation brique par brique. Le premier tuto était là vraiment pour créer la première page web. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué pour vous de suivre. Ce deuxième tuto était vraiment sur la mise en forme du texte, donc les paragraphes, les retours à la ligne, les titres, les listes, la mise en avant du texte. Le prochain sera dédié au... C'est une bonne question. Il sera dédié à quoi? J'ai oublié. Le prochain tutoriel, les amis, sera dédié aux liens hypertexte, comment faire des liens d'une page vers une autre page. Donc on commence à avancer progressivement vers des choses de plus en plus intéressantes. Merci à tous de m'avoir suivi. À la prochaine, portez-vous bien.